Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de produits. J'avais envie de vous parler de culture et de démarche produit. De voir ensemble pourquoi cette démarche produit, elle peut mettre en avant nos peurs. C'est le prisme que j'avais envie d'explorer avec vous. Et c'est ce qu'on va faire pendant les 20 prochaines minutes. Avant ça, un grand merci à toute l'équipe d'Orga. Super travail accompli dans un temps record. Et je suis ravi de pouvoir échanger, de revoir les gens de la grande communauté agile française. C'est vraiment top. Merci à vous pour ça. En deux mots, moi je suis David Lézé, je travaille chez S2I. Je donne aussi de mon temps pour organiser l'Agile Tour à Rennes. On va ouvrir bientôt tout ce qui est sponsoring et CFP. N'hésitez pas à venir. Et si vous voulez en savoir plus, il y a les réseaux sociaux pour ça. Je préfère qu'on parle de produits. Ok, démarche produit. Avant de parler de choses qui font peur, c'est le sujet, je vous propose d'aligner nos cadres de référence pour voir de quoi on parle. On oppose souvent la gestion de produit et la gestion de projet. Entendre périmètre, coût, délai, qualité. Personnellement, je pense que les deux s'associent. Même si on a une démarche produit, on va faire de la gestion de projet. On n'est pas en train de parler de révolution, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout casser dans ce qu'on fait aujourd'hui. En revanche, je pense qu'on a forcément une orientation, une démarche prédominante. Là où en mode projet, on va essayer d'être le plus prédictif possible, en mode produit, on va essayer d'être exploratoire. Pour moi, il y a quelques points que je mets derrière une démarche produit et comme d'habitude, c'est pas la définition, mais mon interprétation et je voulais juste vous les exposer. Le premier point, c'est apprendre le plus vite possible. Le fameux test and learn. Je mets derrière ça aussi le fail fast qu'on va essayer d'exacerber quand on va avoir ce genre de culture pour construire des produits. Le deuxième point, ça va être aller résoudre les vrais problèmes. J'entends par là pas les problèmes qu'on a pensés il y a 2 ans quand on a écrit les specs et qu'on va les confronter aux gens 2 ans plus tard quand on va livrer le produit. Troisième point, essayer d'aller trouver les vrais usages. Et derrière ça, il y a tout ce qui est UX, tout ce qui est research, tout ce qui est du design thinking, etc., etc. Piloté par la valeur, il n'y a pas plus d'important dans cette approche. Et je vais y revenir, notamment à la fin, on en reparlera. Et enfin, gérer les risques par le fait de livrer fréquemment, rapidement, parce que mon avis, c'est que tant qu'on est en build, on génère des coûts. À partir du moment où on livre, on va commencer à générer de la valeur et potentiellement du cash. Donc, on en s'enlève des risques en livrant le plus vite possible. Ok, maintenant que on vient de voir ça, ce qui m'intéressait moi, c'était de voir en quoi cette démarche pouvait exacerber certaines de nos peurs et en quoi on pouvait être bloqué dans le fait d'essayer d'aborder cette démarche par nos peurs. C'est quoi ces peurs d'ailleurs? La première, c'est la peur de perdre de l'argent. Si on crée un produit, globalement, c'est avec une idée de rentabilité. On souhaite gagner de l'argent en vendant le produit. Dit autrement, on cherche à maximiser le ROI. Et on y passe pas mal de temps. On cherche à savoir combien va nous rapporter le projet. Je dis projet ici, parce qu'on parle du développement d'un périmètre donné d'un produit dans un temps fixé. On parle bien d'un projet. Petit élément de réponse, on n'en sait rien. Et puis, on cherche à savoir combien ça va nous coûter pour faire un ROI. On va faire des estimations, optimistes, pessimistes, on va prendre des marges de risque. Et puis après, ouais, ok, j'ai pas pu m'empêcher. Le fait est que, sur le coup aussi, la vérité, c'est qu'on ne peut pas donner une estimation fiable. J'insiste sur le fiable. Je veux bien qu'on essaye de jouer au jeu de devinette des estimations pour essayer de dégrossir un budget et potentiellement pouvoir lancer un produit, mais n'essayons pas de se croire et de mentir à nous-mêmes en pensant qu'on va connaître le coût.
Mais je le rappelle, si on fait tout ça, c'est pour une raison tout à fait légitime. La peur de perdre de l'argent. À titre personnel, c'est pas un truc que j'apprécie tout particulièrement. Et je comprends parfaitement que on souhaite l'éviter quand on dirige une société. L'alternative, dans une démarche produit, ça va être de choisir le problème qu'on souhaite résoudre pour nos utilisateurs, pour nos clients, parmi tout le champ des possibles. Et si on est convaincu que c'est ce problème qui va rapporter de la valeur, on va aller tester cette hypothèse. Et pour diminuer la peur de perdre de l'argent, l'idée, c'est d'aller tester le plus rapidement possible nos hypothèses et d'aller mesurer les résultats. Ensuite, on se met d'accord avec l'équipe produit pour savoir si nos utilisateurs ils sont réceptifs ou non à nos idées. Et si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être construire un autre produit. Avec tout ce que ça implique en termes de contractualisation, par exemple. Si vous travaillez avec des prestataires, il va peut-être falloir modifier la manière dont vous gérez vos contrats. On ne pourra peut-être pas donner autant de visibilité. On ne pourra peut-être pas engager des prestations sur autant de temps. Donc, effectivement, ça change des choses. Mais c'est comme ça, dans une démarche produit, qu'on pourra dépasser cette peur de perdre de l'argent. La deuxième peur, c'est la peur d'avoir tort. Elle n'existe pas que quand on fait des produits d'ailleurs, mais quand on fait du produit, il y a une réalité assez cruelle qui estime qu'environ la moitié de nos idées, elles vont juste pas marcher. Les utilisateurs sont pas emballés, ou alors c'est trop compliqué, ou bien c'est une bonne idée, mais c'est trop cher et le ROI n'est pas bon. Dans une approche traditionnelle, souvent c'est le marketing ou le business, voire les dirigeants qui vont décider du produit et de ses fonctionnalités. Quand on y réfléchit, c'est pas idiot, hein, ça a même plutôt du sens. On va demander aux personnes les plus haut placées dans la hiérarchie de prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Le problème, c'est que je viens de dire que la moitié des idées, elles étaient fausses et que les deux notions sont assez difficiles à combiner. Admettre d'avoir tort, de se tromper une fois sur deux quand on est un cadre dirigeant, ça peut poser quelques problèmes. Avec des questions comme est-ce que ça remet en question ma légitimité? Ça pose aussi un autre problème. Un développeur, par exemple, dans une équipe produit, qui est persuadé qu'une fonctionnalité est une hérésie, une mauvaise idée, peut se retrouver confronté à mettre en cause des décisions du directeur général. Et bien souvent, ça se termine avec cette phrase magique, discute pas, ça vient d'en haut. Et c'est comme ça que vous transformez de brillants cerveaux en exécutants. Je suis sûr que vous avez déjà été confronté à ce genre de problème. Moi, ça m'arrive à peu près tout le temps. Le fait est que les compagnies les plus innovantes du monde ont quasiment toutes une culture de célébration des échecs. Quand Netflix produit trop de hits, ils s'inquiètent en fait. On ne prend pas assez de risques, on devrait faire plus de flops, on devrait se tromper plus. Sauf que passer de on n'a pas le droit à l'erreur, truc que j'entends à peu près partout où je me déplace, à on ne se trompe pas assez, ça va pas se faire en une nuit. Il va falloir beaucoup de petits pas pour accompagner une organisation à aller vers cet état d'esprit. Et là-dessus, l'agilité, c'est un outil tout indiqué pour nous aider. On a plein de boîtes de temps entre le jour de développement, le sprint, les releases, etc. pour s'entraîner et pour se permettre de se tromper. Donc, utilisez tous ces outils qui sont à votre portée et toute la puissance de l'agilité sur ce point-là. Ok, ça marche. Ces deux peurs, la peur de perdre de l'argent et la peur de se tromper, elles peuvent en créer une troisième, la peur de se lancer. Tant qu'on est en amont du projet, la phase dite de cadrage, on ne prend pas trop de risques en fait. C'est une zone agréable où le champ des possibles est encore totalement ouvert. On n'a rien construit, donc on peut encore tout changer. Sauf que petit rappel,
quand on est là, on n'a rien construit, d'accord, mais on n'a surtout créé aucune valeur. On n'a validé aucune hypothèse. Il y a bien un moment, il va falloir réussir à isoler un périmètre, le fameux MVP du Lean Startup, et le tester. Et il va falloir avoir la discipline de ne pas changer ce périmètre toutes les 2 secondes pour pouvoir le sortir dans un délai vraiment court. Parce que c'est bien en allant créer le produit qu'on va lever cette peur. Oui, il y a un marché. Oui, les utilisateurs sont au rendez-vous. Ou non, d'ailleurs. Et on agira en fonction. Alors, même si c'est confortable, il faut savoir quitter rapidement cette zone et plonger dans la mise en œuvre pour aller valider nos idées. Et sur ce point, d'ailleurs, on a besoin de gestion de projet. On a besoin d'avoir un budget, une équipe, de fixer une échéance pour aller valider nos hypothèses. Tout l'enjeu, c'est de ne pas passer un temps infini pour répondre à ces questions, pour pouvoir basculer rapidement dans la zone d'apprentissage. Et moi, je pense que plus on est persuadé de développer le bon produit, la bonne fonctionnalité pour nos utilisateurs, plus je trouve qu'il est facile de se lancer. Un petit exemple, j'ai mis 10 fois plus de temps à choisir ce casque là que je porte que l'achat de ma première maison. Première maison, une visite, 1 heure, j'ai acheté le truc. Parce que j'étais persuadé que c'était le bon produit pour moi. Le casque, le fait est que j'en avais déjà un et que c'était un peu un caprice. Au final, je l'ai acheté quand même et la réduction de bruit en confinement avec des enfants, je vous le reconseille. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on est persuadé de construire le bon truc, plus c'est facile de se lancer. Ok, on a réussi à dépasser la peur de perdre de l'argent, la peur de se tromper et on a réussi à se lancer. On monte donc une équipe pour créer le produit. Et là, on part avec un postulat magique. L'équipe sera incapable de s'autogérer. Elle sera incapable de fournir le juste effort pour développer le MVP, pour développer les fonctionnalités. J'ai encore entendu récemment de la part d'un PO, d'un product owner, avant le démarrage d'un projet. Mais comment on va savoir que l'équipe elle est productive? Quel KPI on va mettre pour vérifier ça? Si on inversait le paradigme, en fait. Si on partait du principe que seule l'équipe est capable de connaître le juste effort à fournir pour développer le produit, qu'elle fera ni sur qualité, ni développement inutile, et qu'en responsabilisant l'équipe, c'est l'équipe elle-même qui va aller chercher à sortir le produit au meilleur moment entre la qualité et le délai. Avec cette façon de penser, les coûts sont automatiquement optimisés. Et là, on va me dire, ouais, ton truc, c'est un truc de hippie. Quoi, machin, de tout organiser, ça marche pas, et puis c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je réponds surtout que c'est un changement de culture. Avec un élément important, parce que là, on parle de confiance dans l'équipe. La confiance dans l'équipe, c'est un truc qui se gagne. C'est un truc qui se gagne comment? En livrant un produit de qualité. Et en validant que l'équipe elle est alignée avec la stratégie et la démarche de l'entreprise. Et là, on voit tout l'intérêt de ne pas monter des équipes à chaque projet. De construire une équipe qui a su gagner la confiance de l'entreprise et de lui confier des nouveaux produits à développer. On gagne un temps infini pour l'établissement de la confiance et accessoirement, on s'épargne une petite étape de staffing, toujours très sympathique pour nos amis managers. J'appelle ça du gagnant-gagnant. Ok, il y a une dernière peur quand même qui se cache sur notre chemin, c'est celle de livrer. Et de livrer quoi? De livrer un produit non finalisé, imparfait, avec des questions du style « Que vont penser les utilisateurs ?» Et s'ils s'attendaient à plus? Et s'il y avait des bugs? Et mon effet waouh? True story, le coup de l'effet waouh, j'avais un PO qui m'en parlait à peu près toutes les semaines. Et là, la tentation d'itérer encore et encore sur la phase finale, elle est super grande. Pour ajouter juste cette toute petite fonctionnalité totalement indispensable. Pour faire ce coup de peinture, ce coup de crayon là qui va faire que le design sera vraiment plus propre. J'ai travaillé sur un projet agile où les équipes métiers ont demandé à la dev team de refaire une fonctionnalité 7 fois avant que le moindre utilisateur puisse la voir.
7 fois. Et encore, ils ont tenté de demander une 8e fois, mais l'équipe a menacé de faire grève. C'est pas qu'elle voulait pas le faire, hein. Elle a dit on le fera quand on aura vu un retour utilisateur. Mettre le produit dans les mains de l'utilisateur, récupérer du feedback, mesurer. Il y a un moment, il faut accepter de poser les crayons et de livrer. Sinon, toute la dernière partie de la démarche produit, elle vous est juste inaccessible. Et si vous êtes dans ce cas, et je sais qu'il y en a plein, vous êtes comme toutes ces équipes agiles, ou dites agiles, qui se contentent de faire des sprints pendant une phase de build qui dure un temps infini. Petit rappel, pas de livraison, pas de feedback, pas de feedback, pas d'agilité, pas d'agilité, pas d'agilité. Et pour tous ceux qui se demandent d'où vient la ref, c'est celle-là, parce que sinon, vous allez chercher pendant tout le reste de la conf et je vais vous perdre. Ok. Pour vous aider à surmonter la peur de finir et de livrer, vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils sont habitués à utiliser des applis qui sont non finies. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs en bêta sur Remo. Ils vont pas vous en vouloir pour ça. Par contre, ils vont pas forcément attendre 2 ans pour votre produit. Vos concurrents non plus d'ailleurs. Créer un produit sans livrer, c'est un peu comme préparer un voyage sans jamais partir. Je trouve ça super triste. Alors toutes ces peurs, la peur de perdre de l'argent, la peur d'avoir tort, la peur de se lancer, la peur de faire confiance et la peur de livrer, elles sont légitimes. J'ai eu besoin de les comprendre, de les analyser, et mon but, c'était de réussir à reconnaître la peur qui se cache derrière une résistance au changement vers cette démarche produit. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment et que j'avais envie de partager. Le risque derrière toutes ces peurs, c'est de ne pas réussir à changer. Quand on est bloqué par une peur, on a tendance à revenir sur ce qu'on connaît, à rester un peu trop dans notre zone de confort. J'avais 2 objectifs à travers ce talk. Le premier, c'était de vous partager mes réflexions pour que vous aussi, la prochaine fois que ça bloque, vous puissiez vous demander quelle est la peur que vous affrontez. Et ce sera peut-être pas une de celles-ci d'ailleurs. Je suis persuadé qu'il y en a bien d'autres. Et le second, c'était de vous interpeller sur la mise en œuvre, des fois un peu timide, de cette démarche produit que on prône pour la plupart d'entre nous. À quel point vous pratiquez le test and learn? À quel point vous faites du pilotage par la valeur? À quel point vous avez des livraisons fréquentes et vous récoltez du vrai feedback? Qu'est-ce que ça veut dire sur nous-mêmes aussi? Quelle peur il y aurait derrière ça? Vous avez 2 heures. Si j'ai réussi à éveiller votre curiosité, ne serait-ce que sur un des 2 sujets, je suis satisfait d'avoir pris 20 minutes de votre temps pour les partager avec vous. Et je bascule pour pouvoir voir ce qui se passe. Tac. Ah, en coupant ça, sinon c'est atroce. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un orga dans le coin. Effectivement, préparer son voyage en confinement, j'avais même pas tilté quand j'ai écrit cette phrase, mais elle est assez drôle. Donc, tu as quelques questions dans Q&A, si tu veux bien regarder. Ok, yes. Alors désolé, je regarde un autre écran, c'est assez désagréable, mais voilà. Tac, tac. Vous préconisez de truquer le patient zéro si besoin. Alors j'avoue que je la comprends pas, donc je suis désolé, je vais la squeezer. N'hésitez pas à la préciser. Et quand il y a des perfusions géantes pour maintenir le coma artificiel de l'organe en place, oui, ça c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Et globalement, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'utiliser le cercle vertueux, de commencer petit, de faire des petits pas avec une équipe, ses managers, etc. et d'aller répandre un truc qui marche. Parce que les gens, ils aiment bien suivre malgré tout des trucs qui marchent. On reprend la courbe de Crossing the Chasm, etc. Donc moi, je pars par là. Je pars petits pas, etc. et pour aller démontrer et cercle vertueux. Est-il vraiment plus efficace d'avoir une team constituée à qui on confie d'autres différents projets si le projet s'inclut dans un produit dont l'onboarding moyen est de 3-4 mois? Ce que je trouve
efficace, c'est de ne pas dissoudre les équipes systématiquement dès qu'il y a des nouvelles choses à faire. Et que potentiellement, si une équipe elle a encore du taf sur du maintien en condition opérationnelle, par exemple, d'un produit, on peut tout à fait lui donner un nouveau produit à développer et faire des choses en parallèle. Et on se retrouve non plus avec des backlogs de produits, mais avec des backlogs d'équipes pour se permettre de garder. Ah, d'accord, c'est les questions précédentes. Merci les orgas, je comprenais juste rien. Voilà, je disais, on se retrouve avec un backlog d'équipes et surtout, on garde des équipes constituées. Je considère personnellement que des choses les plus difficiles, c'est de monter une équipe efficace, de monter un collectif dédié qui s'entend bien. Le jour où on arrive à faire ça, il faut tout faire pour pas le dissoudre. Parce que le taf pour arriver là, il est assez important et la dissolution de ce genre d'effectif, c'est juste une catastrophe pour moi. Alors, culture produit et échéance obligatoire, comment lier les deux? C'est une bonne question. Je suis en train de le traiter sur un projet, ce truc. L'approche qu'on a fait, c'est de découper et d'essayer de s'engager ou en tout cas de donner de la visibilité sur des éléments beaucoup plus petits, avec des échéances beaucoup plus courtes, et d'aller faire de la pédagogie envers l'organisation pour expliquer que à ce qu'ils cherchent, à horizon aussi lointaine, on n'en est pas capable. On n'est pas capable de garantir qu'on arrivera là. C'est du périmètre fixe, temps fixe, équipe fixe, etc. Ça n'arrivera pas. Par contre, sur des tout petits trucs, on a plus de visibilité et on essaye de travailler dans ce sens-là. Ok, on va arrêter là. Eh ben, merci à tous pour ça. C'était agréable de partager avec vous. Merci à toi, David, et merci à tous.